11h47, le 23 août 1943, le commandant d'artillerie soviétique, le général-major Léonid Wassiliev, se figea, en pleine inspection, à travers les jumelles d'un tireur d'élite allemand, situé à 1237 mètres. Il était devenu un problème mathématique. Vitesse du vent, 12 km/h venant du nord-est. Température, moins 7 degrés Celsius. Pression atmosphérique, 1013 millibars. Rotation de la Terre prise en compte sur cette distance. 3 jours de préparation. 72 heures de patience, une inspiration, une pression sur la détente, un seul coup. Le caporal Sepp Hallerberger, de la 3e division alpine, avait son doigt sur la détente de son carabineur 98K, équipé d'une lunette Zeiss ZF-39. À ses côtés, le lieutenant Helmut Wirnshofer, son observateur, suivait chaque mouvement dans le poste de commandement soviétique à travers ses jumelles stéréo. Ils étaient dissimulés dans une position qu'ils avaient creusée eux-mêmes. Sur le versant nord d'une colline près de Kiev, cachée sous des filets de camouflage et de la neige, 72 heures sans mouvement, 72 heures avec des rations minimales, 72 heures d'une discipline absolue. Tout ça pour cet unique instant. Ce que l'armée soviétique ignorait, c'est que ce tir n'était pas spontané. C'était le résultat d'une opération méticuleuse qui avait débuté 3 semaines plus tôt. Lorsque les renseignements allemands avaient identifié un point faible crucial dans le dispositif soviétique, le général-major Wassiliev n'était pas un officier quelconque. Il était l'homme qui avait révolutionné les tactiques d'artillerie soviétique sur le front de l'Est. Ces méthodes avaient infligé des pertes massives aux divisions blindées allemandes. Les rapports de renseignement indiquaient qu'il inspectait ses positions d'artillerie chaque matin, à 11h45 précise. Toujours à la même heure, toujours le même itinéraire, une habitude qui allait lui être fatale. Le commandant allemand de la 3e division alpine, le général-major Eduard Dietl, avait personnellement approuvé la mission. Hallerberger fut sélectionné car il comptait déjà 127 tirs confirmés et était considéré comme le tireur d'élite le plus précis de la division. Mais 1200 mètres, c'était une distance qui mettait à l'épreuve les limites de la technologie de l'époque. La lunette Zeiss ZF-39 avait une portée effective maximale de 800 mètres. À 1200 mètres, le tireur devait maîtriser la balistique à la perfection, calculer le vent et la température, et même tenir compte de la rotation de la Terre. Une erreur de 2 degrés signifiait un tir manqué de 3 mètres. La préparation débuta le 20 août 1943. Hallerberger et Wirnshofer passèrent 2 jours à étudier les mouvements soviétiques à travers leurs jumelles stéréo. Ils identifièrent le point exact où le général s'arrêtait chaque matin pour parler à ses officiers. Ils calculèrent la distance avec un télémètre Zeiss, 1237 mètres. Ils mesurèrent le vent et la température à différents moments de la journée. Ils notèrent chaque petit facteur variable. Puis, dans la nuit du 22 août, ils rampèrent jusqu'à leur position. 1237 mètres, entre un soldat allemand et un général soviétique. Plus d'1 kilomètre en territoire ennemi. Le K-98K. Même avec la munition précise de 7,1257 Moser, perdait massivement de l'énergie à cette distance. La balle mettrait 1,7 secondes pour atteindre sa cible. Pendant ce temps, le général pouvait bouger, le vent pouvait changer, 1000 choses pouvaient mal tourner. Mais Hallerberger avait quelque chose de plus important que la technologie. Il avait de la patience, de l'entraînement et 3 années d'expérience sur le front de l'Est. Il lui avait appris comment rendre l'impossible possible. La nuit précédant le tir fut la plus difficile. Hallerberger et Wirnshofer restèrent immobiles dans leur position, pendant que des patrouilles soviétiques passaient à seulement 50 mètres. Ils pouvaient entendre les voix des soldats soviétiques, leurs pas dans la neige, le cliquetis de leurs fusils. Un seul bruit, un seul mouvement,
et ils auraient été découverts. La mort aurait été certaine. Mais ils restèrent immobiles, même quand la température chuta à -12 degrés, même quand leurs muscles se contractèrent, même quand l'épuisement menaça de les submerger. Ils étaient des chasseurs alpins. Ils étaient entraînés pour des missions impossibles. À 10h23, le 23 août, le service du matin soviétique commença. Allesberger observa à travers sa lunette des officiers soviétiques sortant du poste de commandement. Il reconnut des capitaines, des majors, des colonels, mais pas le général, pas encore. Le lieutenant Wirnschoffer chuchota les conditions actuelles. Vitesse du vent, 12 km/h, constant, venant du nord-est. Température, -7 degrés. Humidité, 78%. Des conditions parfaites, aussi parfaites qu'elles pouvaient l'être dans une zone de guerre. À 11h32, Wirnschoffer remarqua du mouvement. Un véhicule s'approchait du poste de commandement. Un camion ZS-5, modèle standard soviétique. 4 officiers descendirent du camion. L'un d'eux portait les épaulettes d'un général-major, Léonid Wassiliev, l'homme responsable de la mort de centaines de soldats allemands. Le cerveau tactique derrière la supériorité de l'artillerie soviétique dans ce secteur, et il se tenait exactement là où Allesberger avait prédit qu'il se tiendrait. Allesberger commença ses calculs. Distance, 1237 mètres. Déjà mesuré. Vent, 12 km/h, venant du nord-est. Ce qui signifie une dérive de 4,2 mètres vers la droite. Température, -7 degrés. Ce qui signifie une vitesse de projectile de 8% inférieure à celle à 15 degrés. La cible se trouve sur une élévation d'environ 1,5 mètre au-dessus de l'altitude moyenne du sol. Rotation de la Terre sur 1,2 km, ce qui signifie un effet Coriolis de 2,3 cm vers la droite. Chaque variable fut calculée, chaque possibilité prise en compte. Le réticule fut ajusté. 13 milliradians vers le haut pour la distance, 6 milliradians vers la gauche pour le vent. Le moment arriva à 11h47. Le général-major Wassiliev se tenait à côté d'une position d'artillerie, parlant à 3 de ses officiers et montrant une carte. Pendant 8 secondes, il resta complètement immobile. 8 secondes. C'était tout ce qu'Allesberger aurait. Il prit une profonde inspiration, laissa échapper la moitié de son souffle, retint son souffle. Son rythme cardiaque ralentit à 48 battements par minute, le résultat de nombreuses années d'entraînement. Son doigt reposait sur la détente. 600 grammes de poids de détente, parfaitement ajusté. Le général remplit le réticule. Un homme réduit à un problème balistique. 1237 mètres. Une vie. Le coup de feu brisa le silence comme un coup de fouet. Le projectile de 7,92 157 mi quitta le canon à 850 mètres par seconde. Il traversa 1237 mètres de territoire ennemi en 1/68 secondes. Il chuta de 7,2 mètres à cause de la gravité. Il dériva de 4,2 mètres vers la droite à cause du vent. Il fut minimalement dévié par la rotation de la Terre. Et après 1/68 secondes, il atteignit le général-major Léonid Wassiliev dans le côté gauche de sa poitrine, transperçant son cœur et le tuant instantanément. Les officiers soviétiques mirent 3 secondes complètes à réaliser ce qui s'était passé. Le général s'était simplement effondré. Aucun cri, aucun bruit, à part le bang lointain du coup de fusil, qui n'atteignit leurs oreilles que maintenant. Le chaos éclata instantanément. Les soldats se jetèrent au sol. Les officiers hurlaient des ordres. Personne ne savait d'où le coup était parti. Allesberger et Wirnschoffer restèrent immobiles pendant encore 40 secondes, puis ils commencèrent leur lente retraite, centimètre par centimètre, sous le filet de camouflage. Vers les lignes allemandes,
Ce qui se passa dans les heures qui suivirent révéla la véritable ampleur de ce que ce coup avait accompli. L'armée soviétique 47, sous le commandement du lieutenant-général Piotr Kotchkin, reçut des rapports concernant la mort du général-major Vassiliev à 12h18, 31 minutes après le tir. La première réaction fut l'incrédulité. Un général tué par un sniper, à une telle distance, impossible. Mais lorsque les rapports furent confirmés, lorsque la distance fut triangulée à plus de 1200 mètres, la panique se répandit dans toute la structure de commandement soviétique. Kotchkin ordonna immédiatement une vérification complète de tous les protocoles de sécurité. Chaque officier, à partir du grade de major, reçut de nouvelles instructions. Plus d'inspections à des heures fixes, plus de routes prévisibles, plus de séjours à l'extérieur de plus de 30 secondes. Le commandement allemand des chasseurs alpins n'avait pas seulement tué un général. Ils avaient prouvé qu'aucun officier soviétique n'était en sécurité, même à 1 kilomètre derrière la ligne de front. L'effet psychologique fut dévastateur. Les journaux de guerre soviétiques de cette époque témoignent de la peur. Un extrait du 24 août 1943, rédigé par le lieutenant-général Kotchkin lui-même. « Hier, nous n'avons pas seulement perdu le général-major Vassiliev. Nous avons perdu le sentiment de sécurité. Les tireurs d'élite allemands peuvent nous atteindre partout. 1200 mètres ne signifient rien pour eux. Comment nos officiers peuvent-ils diriger leurs troupes s'ils savent qu'un tireur allemand peut les éliminer à une distance qu'ils ne peuvent même pas voir ?» Un autre extrait du 26 août, cette fois de la part du colonel Ivan Gromov, commandant de la 132e division de fusiliers soviétiques. Le moral parmi les officiers s'est effondré. Plus personne ne veut effectuer d'inspection sur le front. 3 majors ont demandé leur mutation. L'un d'eux a été aperçu se cachant derrière un char, parce qu'il avait peur de se déplacer à l'extérieur. Ce n'est pas seulement une perte militaire, c'est une catastrophe psychologique. Les rapports de reconnaissance allemands documentèrent les changements. Dans les 48 heures suivant la mort de Vassiliev, la 47e armée soviétique modifia complètement ses schémas opérationnels. Les officiers ne se déplaçaient plus qu'à la tombée de la nuit. Les inspections n'avaient lieu que dans des véhicules blindés. Les postes de commandement furent déplacés de 2 kilomètres vers l'arrière. Une seule balle avait modifié toute la doctrine tactique d'une armée soviétique. Mais pour Sepp Allerberger, ce n'était qu'un jour de plus sur le front de l'Est. Lorsqu'il retourna à ses lignes le 23 août à 14h35, après 3 heures de lente progression à travers le territoire ennemi, il ne fit pas de grands gestes. Il nettoya son fusil, mangea sa ration et dormit 12 heures. Pour lui, c'était l'abattage numéro 128. Il terminerait la guerre avec 257 tirs confirmés, le 3e meilleur tireur d'élite de la Wehrmacht. Le tir sur le général-major Vassiliev n'était ni son premier, ni son dernier. Mais c'était celui qui força l'armée soviétique à accepter que la précision allemande était une arme contre laquelle elle n'avait aucune défense. Les détails techniques de ce tir sont impressionnants encore aujourd'hui. 1237 mètres, avec une carabineur 98K et une lunette de visée ZF-39. Les ordinateurs balistiques modernes calculent la probabilité d'une réussite à cette distance dans des conditions de guerre à environ 12%. Allerberger a atteint 100%. Ce n'était pas de la chance. C'était le résultat d'un entraînement, de la patience, de la précision mathématique et d'une détermination froide que seuls 3 ans sur le front de l'Est pouvaient produire. L'analyse soviétique d'après-guerre de l'incident, divulguée seulement en 1991 après l'effondrement de l'Union soviétique, révèle toute l'ampleur de l'impact. La mort de Vassiliev déstabilisa le commandement de l'artillerie soviétique pendant 3 semaines. Son successeur, le général-major Piotr Sholokhov, eut besoin de 17 jours pour rétablir les capacités opérationnelles.
Pendant ces 17 jours, les divisions blindées allemandes déplacèrent leur position de 23 km, améliorèrent considérablement leur situation tactique et forcèrent les retraites soviétiques sur 4 points critiques. Un rapport d'analyse soviétique de février 1944 résume la situation. La perte du général-major Vassiliev, le 23 août 1943, a eu des conséquences stratégiques qui dépassèrent de loin sa contribution individuelle. Le fait qu'un seul tireur d'élite allemand ait pu éliminer un général nous a contraints à revoir tous les protocoles de sécurité. Les retards et les restrictions de la direction des officiers qui en ont résulté nous ont coûté une flexibilité tactique pendant plusieurs semaines. Ce n'était pas seulement un tir ennemi réussi. C'était une démonstration des capacités allemandes qui a ébranlé notre structure de commandement. Pour les tireurs d'élite allemands, l'incident devint une légende. Hallerberger fut immédiatement décoré de la Croix allemande en or, l'une des plus hautes distinctions pour bravoure. Mais plus importante que la médaille était le respect de ses camarades, dans les tranchées du front de l'Est où chaque jour était une lutte pour la survie. Hallerberger devint l'homme qui avait rendu l'impossible possible. L'homme qui prouva que la précision et l'entraînement allemand pouvaient surmonter toute limitation technologique. La réaction soviétique alla au-delà des simples changements de protocole. Dans les 2 semaines suivant la mort de Vassiliev, l'armée rouge augmenta dramatiquement ses propres programmes d'entraînement de tireurs d'élite. De nouvelles recrues furent spécialement formées au tir à longue distance. De meilleures lunettes de visée furent demandées aux usines soviétiques. Les manuels tactiques furent révisés. La capacité allemande à éliminer des cibles de haute valeur à des distances extrêmes força l'Union soviétique à moderniser toute son approche de la guerre des tireurs d'élite. Mais voici la vérité plus profonde que ce tir révéla. Dans la guerre industrialisée de la Seconde Guerre mondiale, où les chars, l'artillerie et l'aviation dominaient les batailles, un seul soldat avec un fusil pouvait encore changer l'histoire. Le tir d'Hallerberger prouva que les compétences humaines, l'entraînement et le courage pouvaient être plus importants que la supériorité technologique. L'Union soviétique avait plus de chars, plus d'artillerie, plus d'avions. Mais à ce moment-là, ce jour-là, l'Allemagne avait quelque chose de plus décisif. Un homme qui pouvait rester immobile pendant 72 heures, qui pouvait calculer chaque variable, qui pouvait résister à la pression, et qui, lorsque le moment était venu, n'a pas failli. Les récits des autres camarades d'Hallerberger, issus de la 3e division alpine, montrent qu'il n'était pas seul. Matthäus Etzenauer, également de la 3e division alpine, atteindrait 345 tirs confirmés. Joseph Hallerberger, sans lien de parenté avec Sepp, a réalisé 257 tirs. Ces hommes n'étaient pas des soldats anonymes, ils étaient des maîtres dans leur domaine, des hommes qui ont élevé le métier de tireur d'élite au rang d'art. Et leurs compétences ont forcé les ennemis à s'adapter, à avoir peur, au désespoir. Les soldats soviétiques qui ont combattu dans ce secteur après août 1943 témoignent de la peur omniprésente. Un entretien avec le vétéran soviétique, le sergent Alexei Kusmin, réalisé en 1987, révèle « Nous savions que des tireurs d'élite allemands pouvaient être partout. Parfois, nous n'entendions même pas le tir. Un camarade se tenait à côté de vous, et soudain, il était mort. 800 mètres. 1000 mètres, parfois même plus loin. Nous ne nous sentions jamais en sécurité. Même loin derrière la ligne de front, nous savions qu'un tireur allemand pouvait nous observer, attendant le moment parfait. C'était une forme de guerre psychologique, qu'aucun char ni aucune artillerie ne pouvait égaler. La maîtrise technique des tireurs d'élite allemands était le résultat de 3 facteurs. Premièrement, une optique supérieure. La lunette Zeiss ZF-39 était la plus précise de son époque, avec des lentilles qui fonctionnaient dans des conditions de luminosité minimales et pouvaient mesurer les distances avec précision. Deuxièmement, des munitions excellentes.
La cartouche Mauser de 7,92 onces à 57 mm était fabriquée pour la constance et la précision, avec des tolérances atteignant celles des munitions modernes de qualité match. Troisièmement, et surtout, l'entraînement. Les tireurs d'élite allemands suivaient des mois d'entraînement intensif, où ils apprenaient non seulement à tirer, mais aussi la balistique, la météorologie, la psychologie, le camouflage et la patience. La formation d'Hallerberger avait commencé en 1940 à Mittenwald, à l'école alpine de la Wehrmacht. Là, il a appris à se déplacer en terrain alpin, à construire des positions, à lire le vent et les conditions météorologiques. Ensuite, il y a eu un entraînement spécialisé de tireurs d'élite, où il a tiré des milliers de coups de feu à différentes distances, jusqu'à ce que le fusil devienne une prolongation de son corps, lorsqu'il est arrivé sur le front de l'Est en 1941. Il n'était pas un novice, il était un professionnel, prêt pour ce qui allait arriver. Le front de l'Est était l'école la plus dure de toutes, des températures de moins 40 degrés en hiver, une chaleur estivale de plus 35 degrés. Boue, neige, poussière, chaos, supériorité numérique soviétique qui exerçait une pression constante sur les unités allemandes. Mais pour les tireurs d'élite, il offrait également des cibles infinies. Hallerberger ne tirait pas au hasard. Il choisissait des officiers, des mitrailleurs, des observateurs, des cibles dont l'élimination avait une valeur tactique. Chaque tir était une décision, chaque élimination, un petit changement dans le cours de la bataille. Le tir sur le général-major Vassiliev, le 23 août 1943, a été le point culminant de cette philosophie. 3 jours de préparation pour un tir. 72 heures de patience pour 1,68 secondes d'action. Le résultat n'était pas seulement la mort d'un général. C'était la démonstration qu'aucun rang, aucune position, aucune distance n'offrait de sécurité contre la précision allemande. C'était un message, envoyé avec une balle sur 1237 mètres, qui disait « Nous pouvons vous atteindre partout, à tout moment, sans avertissement. » Après la guerre, Hallerberger a essayé de mener une vie normale. Il est retourné en Autriche, a travaillé comme forestier dans les montagnes où il avait grandi. Il parlait rarement de ses expériences de guerre. Pour lui, ce n'étaient pas des actes d'héroïque. C'était son devoir, son travail, ce que l'on attendait de lui dans une période de chaos absolu. Lorsqu'en 1990, lors d'une rare interview, on lui a demandé comment il vivait avec les 257 éliminations. Il a simplement répondu « J'ai fait ce que chaque soldat allemand a fait. J'ai combattu pour mes camarades, les hommes à gauche et à droite de moi, pas pour des idéologies, pas pour la politique. Pour les hommes qui souffraient de la même misère que moi. » Cette modestie était typique des hommes de sa génération. Ils ne se considéraient pas comme des héros. Ils étaient des soldats qui obéissaient aux ordres. Qui se battaient parce que leur pays l'attendait d'eux. Le fait que leurs compétences étaient extraordinaires, que leurs actions ont changé la façon dont les guerres étaient menées, était pour eux secondaire. Ils voulaient juste survivre, rentrer chez eux et oublier le traumatisme que le front de l'Est avait gravé dans leurs âmes. La perspective soviétique sur Hallerberger et ses collègues était plus complexe. Dans les archives de guerre soviétiques, ils étaient décrits comme des fascistes, des ennemis mortels, des représentants d'une idéologie qui voulait détruire l'Union soviétique. Mais au niveau individuel, dans les témoignages de soldats soviétiques, il y avait souvent du respect. Un tireur d'élite soviétique, Ivan Sidorenko, avec 500 éliminations confirmées, a écrit en 1972 dans ses mémoires « Les tireurs d'élite allemands étaient nos adversaires les plus dignes. Ils ne se battaient pas pour la conquête. Ils se battaient pour la survie, pour leurs camarades, avec un professionnalisme que nous respections, même si nous devions les tuer. » Le 23 août 1943 reste une date qui est étudiée dans les académies militaires.
Le tir à 1237 mètres est analysé, sa balistique calculée, ses conséquences tactiques débattues. Qu'a-t-il accompli? Stratégiquement, il a peu changé. La Seconde Guerre mondiale n'a pas été décidée par des tirs de tireurs d'élite individuels. Mais tactiquement et psychologiquement, il a eu un impact massif. Il a forcé toute une armée à changer sa façon d'opérer. Il a semé la peur chez les officiers soviétiques. Il a prouvé que l'excellence individuelle pouvait lutter contre la supériorité numérique. Les héritages d'hommes comme Sepp Hallerberger sont compliqués. Ils se sont battus pour un régime qui poursuivait des idéologies criminelles. Mais en tant que soldats, ils ont fait preuve de compétence, de courage et de camaraderie qui transcendent la politique. L'histoire doit reconnaître les deux, la sombre réalité du régime pour lequel ils ont combattu, et la vérité humaine de leurs actions individuelles, de leur courage dans des conditions inhumaines, de leur capacité à réaliser l'impossible. Aujourd'hui, plus de 80 ans plus tard, il ne reste que peu de vétérans du front de l'Est. Les histoires s'estompent, les détails sont oubliés. Mais ce que des hommes comme Hallerberger ont accompli reste dans les archives militaires, dans les manuels tactiques, dans les souvenirs des rares qui ont survécu. Le tir du 23 août 1943 était plus qu'une balle sur 1237 mètres. C'était un moment qui montrait ce que l'entraînement humain, la patience et la précision peuvent accomplir, même dans l'enfer de la guerre totale. 1237 mètres, 72 heures de préparation, 1,68 secondes de temps de vol. Un tir, un général mort. Une armée en panique. C'est l'histoire de Sepp Hallerberger et du tir impossible qui a changé le front de l'Est. Ce ne sont pas que des statistiques tirées d'archives poussiéreuses. Ce sont des moments qui ont décidé du destin de millions de personnes, de vrais soldats, une vraie peur, de vraies conséquences. Ces histoires ne doivent jamais être oubliées. Si ces vérités historiques vous importent, soutenez-moi avec les Super Thanks de YouTube, le cœur doré en bas. Chaque Super Thanks me permet de passer des semaines dans les archives, à numériser des documents rares, à interviewer les derniers témoins. Aidez-moi à préserver cette histoire pour les générations futures. Le tir a changé plus que la tactique soviétique ce jour-là. Il a montré l'avenir du métier de sniper. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les snipers militaires atteignent régulièrement des cibles à 1500, 2000, voire 3500 mètres. Ils utilisent des calculs balistiques assistés par ordinateur, des télémètres laser, une optique de pointe. Mais les principes restent les mêmes: patience, entraînement, mathématiques, et au moment critique, la capacité de ne pas échouer. Hallerberger n'avait pas d'ordinateur, il n'avait que son entraînement, son expérience et sa volonté inébranlable. L'évaluation analytique d'après-guerre de la Wehrmacht a identifié 3 facteurs qui rendaient les snipers allemands si efficaces. Premièrement, l'autorité décentralisée. Les snipers allemands opéraient souvent indépendamment, choisissant leur propre cible, leur propre position. Cette flexibilité leur permettait de saisir des opportunités qui auraient été perdues dans des structures de commandement rigides. Deuxièmement, un équipement supérieur. L'optique et les munitions allemandes étaient supérieures à la plupart des équivalents alliés. Troisièmement, et c'est le plus critique, l'entraînement. Les snipers allemands n'étaient pas des soldats formés à la hâte. C'étaient des spécialistes qui mettaient des mois, voire des années, à perfectionner leurs compétences. La carrière d'Hallerberger en tant que sniper a pris fin en avril 1945, lorsqu'il a été capturé par les troupes soviétiques en Styrie. Il a passé 2 ans en captivité soviétique, a survécu à la maladie et à la famine, et est retourné en Autriche en 1947. Il n'a jamais parlé avec fierté de ses 257 tirs confirmés. Pour lui, ils étaient nécessaires, tragiques, mais finalement passés. Il voulait juste les montagnes, le silence et la possibilité d'oublier le traumatisme qui l'avait marqué à jamais.
Les archives soviétiques sur Allerberger, publiées seulement après 1991, montrent une perspective mitigée. Les analyses militaires respectaient ses compétences. Les documents politiques le condamnaient comme un fasciste. Mais les soldats qui l'ont combattu, ceux qui ont survécu, avaient un point de vue différent. Ils le voyaient comme un ennemi, certes, mais comme un ennemi digne, un qui combattait avec honneur, qui choisissait des cibles claires, qui ne tuait pas au hasard. Dans la morale brutale du front de l'Est, c'était une distinction qui comptait. La question demeure, que pouvons-nous apprendre aujourd'hui de ce tir du 23 août 1943 ? Militairement, il montre l'importance de la spécialisation, de l'entraînement et de la patience. Stratégiquement, il démontre comment des actions individuelles peuvent avoir des effets psychologiques disproportionnés. Humainement, il nous rappelle que même dans l'anéantissement industrialisé de la guerre moderne, les compétences et les décisions individuelles peuvent encore changer l'histoire. Joseph Allerberger est décédé en 1996 à l'âge de 79 ans. Il n'a laissé ni mémoire, ni grande déclaration publique. Il a vécu tranquillement, a travaillé dans les montagnes qu'il aimait et a rarement parlé des 3 années qui avaient défini sa vie. Mais son tir du 23 août 1943 perdure, dans les manuels militaires, dans les analyses tactiques, dans les histoires de vieux vétérans qui se souviennent, 1237 mètres, un tir, un moment qui a changé le front de l'Est. Mais l'histoire ne se termine pas avec le tir d'Allerberger. Elle ouvre une fenêtre sur un monde qui n'existe presque plus aujourd'hui, le monde des snipers allemands sur le front de l'Est, des hommes qui, avec une technologie primitive selon les normes modernes, accomplissaient des choses qui sont aujourd'hui réalisées avec des ordinateurs et des lasers. Matthäus Etzenauer, également de la 3e division alpine, a démontré des compétences similaires, 345 tirs confirmés entre 1943 et 1945. Sa plus longue distance documentée était de 1100 mètres, atteinte en hiver 1944 à moins 23 degrés Celsius. Le tir a tué un colonel soviétique qui coordonnait une vague d'attaque. La méthode d'Etzenauer était légèrement différente de celle d'Allerberger, là où Allerberger misait sur la précision mathématique. Etzenauer se fiait davantage à l'instinct, à ce qu'il appelait le sentiment du tir. Il passait des heures à observer le vent, pas à le mesurer. Il observait les oiseaux, la fumée, les congères. Il lisait la nature, comme d'autres hommes lisaient des livres. Et quand le moment venait, il ne tirait pas d'après des calculs. Il tirait selon son sentiment. Après 3 ans d'expérience qui avaient transformé son cerveau en un ordinateur balistique biologique. L'équipement de ces hommes était remarquable par sa simplicité. La Karabiner 98K était fondamentalement la même conception que la Gewehr 98 de 1898, modifiée pour une longueur plus courte. Le verrou était un système Moser, robuste, fiable, capable de fonctionner même s'il était boueux, gelé ou maltraité. La balle de 7,92 cm était une conception Spitzer avec une construction à noyau de plomb et chemise en laiton. Vitesse initiale 850 mètres par seconde. Énergie initiale 3700 joules à 1000 mètres. Elle conservait encore 1200 joules, assez pour pénétrer à travers des casques d'acier, des gilets pare-balles, même un blindage de véhicules minces. La lunette Zeiss ZF-39 était le multiplicateur critique. Grossissement 4x, ce qui peut sembler modeste selon les normes actuelles, mais était à la pointe de la technologie pour les années 1940. Le réticule était un simple réticule allemand de type Post. Une barre verticale avec des marques horizontales pour l'estimation de la distance. Les lentilles étaient en verre Zeiss, le plus clair de son époque, avec des revêtements anti-reflets qui minimisaient l'éblouissement.
L'ensemble de la lunette ne pesait que 420 grammes et pouvait supporter des températures de -40 à +50 degrés Celsius. Mais l'équipement n'était qu'une partie de l'équation. Le véritable secret du succès des snipers allemands résidait dans l'entraînement. La formation commençait par les bases, contrôle de la respiration, contrôle de la détente, posture. Ceux-ci étaient entraînés jusqu'à devenir des réflexes inconscients. Venait ensuite la balistique. Les élèves apprenaient comment la gravité, le vent et la température influaient sur les trajectoires des balles. Ils mémorisaient des tableaux, effectuaient des calculs, jusqu'à ce qu'ils puissent faire les calculs dans leur sommeil. Venait ensuite l'art du terrain. Camouflage, navigation, survie, la capacité de passer des jours sans bouger, à attendre, à observer. Joseph Hallerberger, aucun lien de parenté avec Sepp, était un autre exemple de cette formation en action. Sepp et Joseph ont tous deux combattu dans la 3e division alpine, se connaissaient, se respectaient. Joseph atteignit également le nombre de 257 éliminations. Sa spécialité, les cibles mobiles, des soldats qui couraient, des véhicules en mouvement. Il développa une technique qu'il appelait le tir en avance, qui consistait à viser devant une cible mobile en fonction de sa vitesse. Les tireurs d'élite modernes appellent cela le tir de compensation. Joseph la perfectionna en 1943, des décennies avant qu'elle ne devienne une doctrine formelle. La pression psychologique sur ces hommes était immense. Chaque tir était une décision consciente, celle de mettre fin à une vie humaine. Hallerberger en parla plus tard dans l'une des rares interviews qu'il accorda. Il dit « On ne peut pas tuer 257 hommes sans que cela ne vous change. Je les voyais à travers la lunette de visée. Je voyais parfois leur visage. Je savais qu'ils avaient des familles, des rêves, des espoirs. Mais je savais aussi que si je ne tirais pas, ils tueraient mes camarades. C'est le choix que la guerre vous donne, pas un bon choix, seulement un choix nécessaire. » Les tireurs d'élite soviétiques qui combattaient ces hommes avaient des sentiments similaires. Ludmila Pavlichenko, avec 309 éliminations confirmées. La femme tireur d'élite la plus prolifique de l'histoire, écrivit en 1956 dans ses mémoires. Les tireurs d'élite allemands n'étaient pas des monstres, c'étaient des soldats comme nous, bien entraînés, courageux, combattant pour ce qu'ils considéraient comme juste. Nous les respections en tant que guerriers. Même si nous les haïssions en tant qu'ennemis, c'était l'étrange code d'honneur entre les tireurs d'élite. Nous nous tuons les uns les autres, mais nous respectons les compétences que cela exige. Un autre aspect de la guerre des tireurs d'élite allemands était la tactique de l'équipe de 2 hommes. Hallerberger n'opérait jamais seul. Le lieutenant Antoine Lemercier était son compagnon constant, son observateur, l'homme qui mesurait les distances, lisait le vent, identifiait les dangers. Ce partenariat était crucial. Le tireur se concentre sur la cible. La lunette de visée réduit son champ de vision à un petit cercle. L'observateur a les jumelles stéréo, une image plus large, peut identifier les menaces que le tireur ne voit pas. Ces équipes de 2 hommes étaient l'unité de base de la tactique des tireurs d'élite allemands. Lemercier ne survécut pas à la guerre. Il fut tué en mars 1945 par l'artillerie soviétique. Quelques semaines seulement avant la fin de la guerre, Hallerberger écrivit plus tard « Antoine était mon frère, pas par le sang, par l'expérience, par le danger, par l'enfer que nous avons traversé ensemble. Quand il est mort, une partie de moi est morte avec lui. C'est la camaraderie dont parlent les soldats. Ce n'est pas abstrait, c'est concret, douloureux. Et cela reste avec vous pour toujours. » L'impact tactique des tireurs d'élite allemands dépassait largement leur nombre d'éliminations. Ils forcèrent les troupes soviétiques à modifier leur comportement. Les soldats se déplaçaient en zigzag. Les officiers cachaient leurs insignes de grade.
Les postes de commandement étaient déplacés plus en arrière. Tous ces ajustements ralentissaient les opérations soviétiques, réduisaient l'efficacité, diminuaient le moral. Un seul tireur d'élite pouvait forcer toute une division à modifier sa tactique. C'était la guerre asymétrique dans sa forme la plus pure. Les contre-mesures soviétiques évoluaient constamment. Ils déployaient leurs propres tireurs d'élite. Spécialement entraînés pour chasser les tireurs allemands, ils utilisaient des tirs d'artillerie pour bombarder les positions suspectes. Ils utilisaient de la fumée pour bloquer les lignes de mire. Ils ne se déplaçaient que de nuit ou par mauvais temps. Mais aucune de ces mesures n'était totalement efficace. Les tireurs d'élite allemands s'adaptaient, trouvaient de nouvelles positions, de nouvelles tactiques, de nouvelles façons d'être mortels. Les cas documentés de tirs à très longue distance sont rares mais remarquables. Le tir d'Allerberger à 1237 mètres était l'un des plus longs confirmés de la Wehrmacht. Le tir d'Eisenhower à 1100 mètres en était un autre. Il y avait des rapports de tir à plus de 1300 mètres, mais ceux-ci restaient non confirmés. Ce qui rend ces distances si impressionnantes, c'est la technologie. Les fusils de tireurs d'élite modernes ont des portées effectives de 1500 à 2500 mètres. Le record du monde actuel pour un tir de tireur d'élite confirmé est de 3540 mètres, atteint en 2017 par un tireur d'élite canadien de la Joint Task Force 2. Mais il avait un fusil Macmillan TAC-50 avec des munitions .50 BMG. Une lunette de visée Night Force avec un grossissement de 25 cam et des calculs balistiques assistés par ordinateur. Allerberger avait un fusil conçu en 1898 et une lunette de visée 4 qu'il ait atteint 1237 mètres est un témoignage d'un entraînement et d'une compétence que la technologie moderne a du mal à répliquer. Les destins d'après-guerre des tireurs d'élite allemands variaient considérablement. Certains, comme Allerberger, retournèrent en Autriche ou en Allemagne et vécurent des vies tranquilles. D'autres, comme Eisenhower, passèrent des années en captivité soviétique. Certains ne furent jamais libérés, moururent dans des camps sibériens, leurs compétences faisant d'eux de précieux outils de propagande ou des prisonniers dangereux qui devaient être éliminés. Le traitement soviétique des prisonniers de guerre allemands était dur, surtout pour ceux qui étaient considérés comme des spécialistes. Eisenhower passa 5 ans dans des camps soviétiques. Il survécut à la faim, à la maladie, au travail forcé. Lorsqu'il fut libéré en 1950, il pesait 47 kg, moins de la moitié de son poids à la fin de la guerre. Il retourna en Autriche, travailla comme charpentier et ne parla jamais publiquement de ses expériences de guerre. Les 345 éliminations étaient pour lui une source de honte, pas de fierté. Il voulait juste oublier, aller de l'avant. Vivre une vie normale, dans un monde qui avait tenté de s'autodétruire. Les questions éthiques entourant la guerre des tireurs d'élite sont complexes. Est-il plus moral de tuer un ennemi à 1200 mètres qu'à 20 mètres au corps à corps? Un tir qui élimine avec précision un ennemi mortel est-il meilleur que l'artillerie qui sature aveuglément une zone? La distance rend-elle l'acte plus inhumain? Parce que la cible est réduite à une image dans une lunette de visée, ou le rend-elle plus humain parce qu'il cause moins de dommages collatéraux? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Ce qui est clair, c'est que des hommes comme Allerberger, dans une période de chaos extrême, ont démontré des compétences qui dépassaient les performances humaines normales. 72 heures sans bouger, calcul balistique précis sous pression, la force psychologique de presser une détente. Sachant que le résultat serait la mort, ces compétences exigeaient des années d'entraînement, une discipline de fer et un type de force mentale que peu possèdent. Qu'ils aient combattu pour une cause discutable ne rend pas leurs compétences individuelles moins impressionnantes. Cela ne fait qu'amplifier la tragédie
que de telles compétences aient été utilisées pour la destruction plutôt que pour la construction. Les forces armées modernes ont beaucoup appris des tireurs d'élite allemands du front de l'Est. La tactique d'équipe à 2 hommes est désormais la norme. L'accent mis sur la patience, le camouflage et la sélection précise des cibles est intégré à chaque manuel de tireur d'élite militaire. La reconnaissance du fait qu'un tireur d'élite bien formé a une valeur stratégique qui dépasse ses éliminations individuelles est devenue une doctrine centrale. D'une certaine manière, les esprits d'Hallerberger, d'Eisenhower et de leurs camarades combattent encore dans chaque conflit moderne, leurs tactiques copiées, leurs erreurs étudiées, leurs succès émulés. Mais ce que ces hommes ont accompli va au-delà de la tactique. Ils ont montré que, dans une ère de guerre industrialisée, où la technologie dominait, l'excellence humaine individuelle pouvait encore être décisive. Un homme avec un fusil pouvait changer une armée. Un seul tir pouvait influencer la tactique pendant des mois. C'est la leçon que les 1237 mètres entre Hallerberger et le général-major Wassiliev ont enseigné le 23 août 1943. Les hommes comptent, les compétences comptent, le courage, l'entraînement et la détermination peuvent surmonter la technologie, les chiffres, voire le destin. Le tir a résonné à travers l'histoire. Il a changé la tactique soviétique. Il a inspiré d'autres tireurs d'élite allemands. Il a forcé les officiers soviétiques à vivre dans la peur. Et des décennies plus tard, il nous enseigne encore sur la nature de la guerre, la capacité humaine et la terrible précision avec laquelle des soldats entraînés peuvent semer la mort. 1237 mètres, une 68 secondes, une vie terminée, une armée ébranlée, une légende née. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? De nombreux spectateurs ont partagé des histoires familiales incroyables. Des grands-pères qui étaient là, des lettres retrouvées dans les greniers, des journaux de guerre qui ont traversé les générations. Partagez votre histoire familiale de cette époque ci-dessous. Chaque commentaire est un morceau d'histoire que nous préservons ensemble.